L'énergie de l'indignation, la force de dire non devant les scandales de notre monde, que ce soit la misère, l'injustice, la violence du mal ou le capitalisme sauvage, qui considérait que la dignité humaine est insultée tous les jours par les puissants. Je vais donc vous proposer une brève évocation de son parcours littéraire qui est caractérisé par une grande cohérence, par une activité toujours vigilante et fortement engagée. Et Saramago, comme Annie vient de dire, est vraiment une autorité morale entendue dans le monde entier, et même au Portugal, hein, même si les Portugais ont un problème à régler toujours avec Saramago. Son œuvre, on pourrait dire qu'elle est placée sous le signe de la polémique et de l'engagement. Et en fait, elle n'est que le reflet de l'homme profondément solidaire qu'il a été, capable de dénoncer l'aveuglement, les leurres de la démocratie, et de donner dans ses livres la voix aux grands muets de l'histoire. Mais il est capable aussi de nous transmettre l'audace de l'espoir. En effet, on peut considérer que ces livres, faits de colère et de sérénité, se caractérisent par une triple dimension éthique, esthétique et politique. Ils couvrent plusieurs genres, le roman, la poésie, l'essai, le conte, la nouvelle, le théâtre, le journal intime, les mémoires, etc. Il entre en littérature en 1947 avec le roman Terre do Pecado, Terre du péché, qui passe complètement inaperçu par la critique. Il exerce plusieurs métiers, il écrit en effet beaucoup, il publie beaucoup de chroniques dans les journaux, publie des poèmes, des contes, fait beaucoup de traductions pour survivre, cherche sa voie pendant quelques années. En 1977, il publie Manual de Pintura e Calligrafia, manuel de peinture et calligraphie, où il discute déjà la question de la mimésis et de la représentation du réel. Et ce n'est qu'aujourd'hui, de nos jours, que ce roman commence à être valorisé, parce qu'il a été longtemps occulté par les succès qui viennent après. Et il est véritablement reconnu dans le milieu littéraire seulement en 1980, lorsqu'il fait paraître, à l'âge de 58 ans, Le Ventado do Chão, ce roman magnifique sur la lentille. Je ne sais pas du tout quel est le titre que Geneviève va lui donner en français. On pourrait traduire Redresser du sol, Dresser du sol, ou Les damnés de la terre. En fait, c'est un roman magnifique qui s'impose d'emblée comme une œuvre majeure de la littérature portugaise post-25 avril, par sa veine épique, s'occupant des problèmes de la réforme agraire et de la révolte des journaliers exploités par les latifondières dans le sud du Portugal. En général, la critique considère que c'est avec ce roman qui commence véritablement la première phase de l'œuvre de l'écrivain, qui se développe autour de trois axes fondamentaux: l'histoire, le voyage et l'interrogation. Mais vous allez voir que ces trois axes vont accompagner toute son œuvre. Ils sont vraiment les grandes caractéristiques de ces romans. 2 ans plus tard, en 1982, la parution de Memorial do Convento, Le Dieu Manchot, roman qui revisite la société baroque portugaise, lui vaut une renommée internationale qui va être couronnée en 1998 par le prix Nobel de littérature. Et c'est vraiment dans le domaine du roman qu'il va définitivement s'affirmer. Dans l'année de la mort de Ricardo Reis, l'un de ses meilleurs romans, publié en 1984, Saramago reconstruit avec beaucoup de finesse l'atmosphère mentale qui entoure la capitale portugaise au moment de la guerre civile espagnole, tout en interrogeant les frontières entre l'illusion et la réalité, mais aussi les identités vacillantes, ainsi que les pouvoirs démiurgiques de l'écrivain. En 1986, qui est l'année de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la communauté économique européenne, il fait paraître Le Radeau de pierre, Jangada de Pedra, où il invente une fracture tellurique qui sépare la péninsule ibérique de l'Europe et la fait dériver, tel un radeau, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, alors que le continent européen essaye difficilement de s'élargir et se souder. Le roman se présente comme un voyage dans le voyage, nourri par la dystopie et le merveilleux, sorte d'allégorie où s'inscrit une profonde méditation sur le sens de l'histoire.
Il attire également l'attention du lecteur sur l'importance du Sud qu'il faut revaloriser, loin de toute entreprise néocoloniale, question qui est encore aujourd'hui d'une actualité saisissante en ce temps de migrations indésirables. Enfin, dans l'histoire du siège de Lisbonne, paru en 1989, l'écrivain imagine les conséquences de l'inversion accidentelle d'une donnée aux origines de la conquête de Lisbonne, un corps aux mains des morts, en 1147. Le récit entremêle une aventure qui se déroule au Moyen-Âge et celle qui se tisse au XXe siècle, en recréant des atmosphères et des émotions pour conduire le lecteur à une interrogation sur le sens de la vérité historique. Fasciné par l'histoire, la grande histoire, et il lui donne d'ailleurs une épaisseur humaine, l'écrivain nous propose une relecture d'événements passés avec les armes de l'allégorie, de la métaphore, du décalage, mobilisant souvent un traitement ludique de l'écriture, où se mêlent réalité et fiction, à travers la voix d'un narrateur tout-puissant qui manie admirablement l'ironie et l'intertextualité. Mais on devrait dire plutôt un narrateur-auteur ou un auteur-narrateur, parce que la question du narrateur est bien particulière chez lui. Et cet auteur-narrateur est furieusement anti-religieux, mais profondément humaniste. C'est un auteur-narrateur qui adore raconter des histoires, mais qui n'oublie jamais de véhiculer un certain nombre de valeurs. Il convient de souligner que Saramago n'écrit jamais de romans historiques selon le modèle traditionnel, à la manière de Walter Scott, mais parfaitement informé par les avancées de l'historiographie de l'école des annales, il s'intéresse plutôt à la micro-histoire, produisant souvent des métafictions historiographiques, utilisant des processus auto-référentiels de mise en abîme, qui rendent son écriture extrêmement riche. J'ai ici dans la salle quelques-uns de mes étudiants qui le savent, puisqu'ils ont travaillé pendant ce premier semestre sur l'un de ces romans. À partir de l'Évangile selon Jésus-Christ, qui paraît en 91, nous découvrons essentiellement une réflexion sur la condition humaine. Saramago passe clairement du local, la situation portugaise, à l'universel. Et on entre ainsi dans la deuxième phase de son œuvre. La parution de l'Évangile provoque, comme on vient de le dire, un grand scandale au Portugal. Le romancier est accusé par un membre du gouvernement de porter atteinte au patrimoine religieux national et son livre est interdit de se présenter à un concours européen. Il décide alors de se retirer dans une île des Canaries, à Lanzarote, où il disparaît le 18 juin dernier, à l'âge de 87 ans. Dans ce roman, il reprend la vie de Jésus dans une perspective singulière. Un athée convaincu, il imagine un long dialogue entre l'humain et le divin, qui selon lui n'est que l'envers du diabolique. Il nous raconte la vie du Christ, de sa naissance jusqu'à sa mort, telle que les 4 évangélistes l'ont décrite, mais en lui donnant un éclairage particulier, et surtout en posant quelques questions impertinentes. Par exemple, pourquoi Dieu, infiniment bon, a-t-il permis le massacre des innocents perpétré par Hérode après la naissance de Jésus? Comment Joseph peut-il vivre avec le remords, etc. Lorsqu'en 91, un journaliste lui demande pourquoi avait-il écrit ce roman, l'écrivain affirme ceci, et je le cite. « Je pense qu'il répond à une série de préoccupations concernant la récupération que l'Église est en train de faire sur le plan spirituel, matériel et politique, sur son influence et sa capacité d'intervention. Je réagis à cette intervention et je mets en cause les évangiles. Création de l'Église, Dieu lui-même, la vie officielle du Christ. » Fin de citation. Cette problématique sera reprise dans Caïn, son dernier roman, qui a également donné lieu à beaucoup de polémiques au Portugal. Et on pourrait peut-être dire que, comme Spinoza, Saramago est un homme vraiment ivre de Dieu, puisque la question de Dieu occupe un grand nombre de ses préoccupations. Un autre moment important de cette deuxième phase correspond à la publication de L'Aveuglement, qui paraît en 1995, c'est un roman consacré à l'extension épidémique d'une cécité générale dans une ville anonyme semblable à toutes les villes modernes. Et comme vous le savez peut-être, ce récit a été porté à l'écran par le cinéaste brésilien Fernando Meirelles avec un certain succès. Le thème de la vie et de la mort
est repris dans Tous les noms, qui paraît en 1997, où l'auteur raconte le parcours d'un employé solitaire qui part à la recherche d'une femme mystérieuse dans un labyrinthe. Les romans parus par la suite, écrits après le Nobel, La caverne, 2000, L'autre comme moi, 2002, La lucidité, 2004, transforment un contexte vraisemblable en lieu d'accomplissement de l'extraordinaire, tout en poursuivant une constante interrogation sur le monde moderne et dessinant une topographie qui nous conduit vers un espace universel où se déploie une réflexion lucide et toujours ironique sur la condition humaine. L'écriture de Saramago, que Geneviève Lebrich rend admirablement en français, procède souvent par phrases amples semées d'incidents, au cours desquels la ponctuation témoigne d'un goût pour une certaine indépendance. Dans l'un des volumes de Cadernos de Lanzarote, qui est une série de journaux intimes que l'auteur publie pendant quelques années, il se justifie de son goût pour cette ponctuation que certains trouvent étrange, une ponctuation qui désarçonne parfois le lecteur, en ces termes, je le cite. « Toutes les caractéristiques de ma technique narrative actuelle ont à voir avec un principe de base selon lequel ce qui est dit est destiné à être entendu. Je veux dire que c'est à la manière d'un narrateur oral que je me vois lorsque j'écris, et que les mots sont écrits aussi bien pour être lus que pour être entendus. Or, le narrateur oral n'utilise pas de ponctuation. Il parle comme s'il composait de la musique. » Fin de citation. La troisième phase de l'œuvre fictionnelle de Saramago se caractérise avant tout par l'humour et l'ironie, et s'ouvre avec Les intermittences de la mort, roman allégorique paru en 2005, où l'écrivain actualise le mythe de l'immortalité à partir d'une situation insolite, comme il arrive souvent dans ses romans. Donc il imagine que dans un pays non défini, la mort décide de se mettre en grève, elle cesse de tuer la population pendant 7 mois, et ce qui constitue au début un véritable bonheur finit par se traduire par un immense chaos, posant des problèmes politiques, sociaux, culturels et religieux. Puisque plus personne ne meurt, les entreprises de pompes funèbres ferment, les compagnies d'assurance sont ruinées, l'État est menacé de faillite et l'Église de disparition, car, et je reprends le narrateur, sans mort il n'y a pas de résurrection, et sans résurrection il n'y a pas d'Église. La veine humoristique nourrit également ces 2 derniers romans, sans que l'écrivain ne perde jamais de vue sa remarquable capacité de réfléchir sur l'état du monde. Et nous avons ainsi Voyage de l'éléphant, 2008, et Caïn, 2009. Dans le Voyage de l'éléphant, qui peut être lu comme une farce féroce et jubilatoire aux accents picaresques, le romancier se moque, avec beaucoup de malice, de l'hypocrisie et de la flagornerie des grands, en nous racontant le périple européen d'un éléphant d'Asie nommé Salomon, propriété du roi Jean III du Portugal. Guidé par son cornac et encadré d'une escorte militaire, il s'en va rejoindre Vienne en 1551, car il est offert, c'est un cadeau que le roi du Portugal offre à l'archiduc Maximilien d'Autriche. Le livre s'appuie sur un fait historique dont les archives des nations européennes ont gardé la trace. Les situations les plus cocasses sont racontées avec une ironie truculente, révélant les travers des sociétés marquées par l'intolérance religieuse, la montée de l'Inquisition, la crédulité des foules, les manœuvres de l'Église catholique. Ce voyage est évidemment une métaphore de la vie et le prétexte pour que le romancier dénonce, encore une fois, les abus de tous les pouvoirs et surtout la vanité des hommes. Saramago disait souvent qu'il n'était pas un écrivain engagé, du moins un écrivain engagé à la manière de Sartre, mais plutôt un citoyen engagé. Je le cite. Être un écrivain engagé, c'est une idée qui vient des mouvements réalistes et néoréalistes. Dans mon cas, ce n'est pas l'écrivain qui est engagé, c'est le citoyen. Les deux cohabitent dans mes romans. Pourtant, je n'écris pas de pamphlets ou de manifestes. Je ne fais pas non plus du prosélytisme politique ou idéologique. Je ne dis jamais au lecteur dans quelle voie aller, quoi penser. Tout est ouvert
Et le lecteur intelligent voit le côté critique